Ta place est par terre. Ces mots résonnent encore dans ma tête chaque nuit avant de m'endormir. C'est comme un écho qui se répète, qui ne me laisse pas me reposer, qui me poursuit dans l'obscurité de ma chambre. Jamais je n'aurais imaginé que le jour, le plus heureux de la vie de mon fils, je serais humiliée de façon si cruelle, si calculée, si publique. Je m'appelle Colette Beaumont, j'ai 70 ans, et l'histoire que je vais vous raconter a complètement changé le cours de ma vie et de ma famille. Je sens encore l'impact de mon corps contre le sol en marbre de cette salle de réception du Château des Lumières. La douleur physique a été momentanée, mais la douleur dans l'âme, elle persiste jusqu'à aujourd'hui. 300 pères Dieu me regardaient, 300 respirations suspendues, un silence assourdissant alors que moi, la mère du marié, j'étais étalée par terre, ma robe bleu marine exposant mes jambes de façon honteuse. À 70 ans, j'ai senti le poids de chacune de mes rides, de chacune de mes années vécues, de toute ma dignité construite pendant des décennies, s'effondrer en un instant. J'ai bâti toute ma vie avec dignité à Neuilly-sur-Seine. Je viens d'une époque où les femmes n'héritaient pas d'entreprise, ne dirigeaient pas de société, ne s'aventuraient pas seules dans le monde des affaires. Mais quand mon mari François est décédé d'une crise cardiaque foudroyante à 35 ans, je n'ai pas eu d'autre choix. Avec un fils de 3 ans à peine et une petite bijouterie au bord de la faillite, j'ai dû sécher mes larmes et prendre les rênes. J'ai relevé la couronne de zéro, la transformant en la bijouterie la plus prestigieuse de tout Paris. Mes mains, maintenant ridées et tachées par l'âge, ont appris à distinguer la qualité des pierres précieuses, à négocier avec des fournisseurs qui me méprisaient parce que j'étais une femme, à imposer le respect dans un monde dominé par les hommes. J'ai élevé mon fils Philippe seul, sans l'aide de personne. Je lui ai donné la meilleure éducation que l'argent pouvait acheter. Architecte brillant, ma fierté. Quand il m'a présenté Amélie Rousseau 8 mois plus tôt, une influenceuse digitale de 29 ans, j'ai ravalé mes réserves. Elle était trop belle, trop jeune, trop ambitieuse à mon goût. Mais qui étais-je pour juger? Peut-être que je projetais simplement mes craintes de mère surprotectrice. Pendant leur période de fiançailles, j'ai payé l'appartement où ils vivaient ensemble, un étage dans le prestigieux quartier de l'avenue Montaigne. J'ai financé leur voyage romantique, même leur lune de miel anticipée à Santorin, en Grèce. Maman, ce n'était pas nécessaire, disait Philippe, embarrassé. Mais Amélie acceptait toujours, avec un sourire calculateur, que j'ai confondu avec de la gratitude. Madame Beaumont est si généreuse, disait-elle à tout le monde. Maintenant, je comprends que ce n'était pas un éloge, c'était un calcul. Le mariage a été célébré au Château des Lumières, le lieu le plus luxueux de Versailles. Je n'ai pas lésiné sur les dépenses. Je voulais que ce soit parfait. Les fleurs les plus rares, le buffet le plus exclusif, sa robe. Oui, j'ai payé sa robe. Venue directement d'un créateur français. Amélie ressemblait à un ange dans cette robe. Un ange avec des cornes cachées sous le voile, comme je l'ai découvert plus tard. Ce matin de samedi, je me suis réveillée anxieuse. Ma sœur Marguerite est venue m'aider à me préparer. « Tu es magnifique, Colette », m'a-t-elle dit quand j'ai fini de mettre mon collier de perles noires, héritage de ma mère. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine, une intuition peut-être. Je l'ai ignorée. Ce devait être simplement l'émotion de voir mon fils unique se marier. La cérémonie à l'église Saint-Louis a été impeccable. J'ai pleuré quand mon fils est entré, si élégant dans son costume. J'ai pleuré encore plus quand il a regardé Amélie marchant dans l'allée centrale, comme si elle était le soleil lui-même. L'amour dans ses yeux était palpable. Quelle idiote j'ai été de ne pas me rendre compte que les yeux d'Amélie ne reflétaient pas le même sentiment. À la réception, alors que les invités dansaient, j'ai remarqué des échanges de regards entre Amélie et un homme grand, musclé, que j'ai appris plus tard être son entraîneur personnel. Encore une fois, j'ai ignoré les signaux. Mon amie Iracema, toujours plus perspicace que moi, a même commenté « Ce jeune homme ne quitte pas la mariée des yeux ». J'ai répondu que c'était naturel, après tout, elle était éblouissante. Comment aurais-je pu imaginer la profondeur de cette observation? J'ai toujours essayé d'être une belle-mère discrète. Je ne voulais pas être cette figure envahissante que les jeunes craignent tant. Quand Philippe m'a présentée à Amélie, je me suis efforcée d'être accueillante, de lui ouvrir les portes de ma maison et de mon cœur.
Je lui ai montré des albums de photos de Philippe enfant. Je lui ai raconté des anecdotes de son enfance. J'ai partagé avec elle des recettes familiales que j'espérais qu'elle préparerait un jour pour mon fils. J'ai essayé de créer un lien, de construire une relation basée sur le respect mutuel et l'amour partagé pour Philippe. Que j'ai été naïve. Le manoir Beaumont, ma demeure depuis 40 ans, s'est rempli des rires et de l'énergie d'Amélie. Elle a amené ses amies influenceuses, organisé des séances photos dans mon jardin, utilisé ma vaisselle en porcelaine française comme accessoire pour ses publications sur les réseaux sociaux. Je lui ai tout permis parce que je voyais Philippe heureux, radieux, amoureux comme jamais auparavant. « Maman, elle est différente », m'a-t-il dit un soir. Ses yeux brillants d'une certitude qui me brise le cœur maintenant quand je m'en souviens. C'est la femme de ma vie. Les visites à la bijouterie sont devenues d'eau fréquentes. Amélie adorait essayer les pièces les plus chères, les photographier pour son Instagram. « Madame Beaumont, puis-je taguer la couronne? Ce serait une excellente publicité. » Bien sûr, je l'ai permis. Ses abonnés ont augmenté, tout comme notre clientèle plus jeune. Cela semblait être un arrangement parfait. Un après-midi, alors que je vérifiais les comptes de la bijouterie dans mon bureau, Josette, ma gouvernante depuis plus de 20 ans, est entrée avec une expression préoccupée. « Madame Beaumont, pardonnez-moi de vous déranger, mais il y a quelque chose que je crois que vous devriez savoir. » Elle m'a raconté qu'elle avait vu Amélie quitter la maison très tôt, habillée différemment de son style habituel, plus discrète, presque méconnaissable. Je l'ai suivie, madame. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais quelque chose ne sentait pas bon. Elle a rencontré un homme au café Les Violettes. Ce n'était pas Monsieur Philippe. Je n'ai pas voulu y croire. J'ai voulu penser que c'était un malentendu, que c'était peut-être un cousin, un ami d'enfance, un collègue de travail. Mais la graine du doute était plantée. J'ai commencé à faire plus attention. J'ai remarqué comment Amélie vérifiait constamment son téléphone, comment elle le cachait quand Philippe ou moi nous approchions. J'ai perçu son désintérêt quand mon fils parlait de ses rêves, de ses projets futurs. L'éclat dans ses yeux n'apparaissait que lorsque le sujet était l'argent, les possessions, le statut. 2 semaines avant le mariage, j'ai décidé de suivre mon intuition. C'est alors que j'ai visité le centre sportif Santé Parfaite où Amélie s'entraînait. Je voulais lui faire une surprise, l'inviter à un déjeuner spécial entre nous deux. Je voulais établir une connexion plus profonde, mieux comprendre la femme qui allait devenir membre de ma famille. Le réceptionniste m'a informé qu'elle était dans la salle de musculation avec son entraîneur personnel. J'ai marché silencieusement dans le couloir, au miroir, la cherchant parmi les appareils. C'est alors que je les ai vus, reflétés dans un miroir stratégiquement positionné. Amélie et Laurent Moreau, un homme grand, musclé, aux yeux profondément bleus. Ils ne s'entraînaient au pas. Ils conversaient intimement, leurs têtes trop proches, leurs corps se touchant presque. Il y avait une intimité là qui transcendait la relation professionnelle. Quand il a touché son visage avec le dos de sa main, dans un geste clairement affectueux, j'ai senti mon estomac se nouer. Je suis sortie sans être remarquée, troublée par ce que j'avais vu. Était-ce juste une amitié proche? Est-ce que je voyais des choses qui n'existaient pas, influencées par les insinuations d'Iracema et Josette? J'ai décidé de ne rien dire à Philippe. Je n'avais pas de preuves concrètes, juste une intuition maternelle qui criait que quelque chose n'allait pas. Dans les jours qui ont suivi, je me suis forcée à ignorer cette scène. Je me suis concentrée sur les derniers détails du mariage, sur les souvenirs personnalisés, sur la répétition de la cérémonie. Amélie semblait plus distante, plus irritable. Je l'ai attribuée au stress prénuptial, à cette anxiété qui affecte toutes les mariées. La veille du mariage, j'étais chez moi en train de vérifier quelques documents de la bijouterie quand la sonnette a retenti. Josette a annoncé une visite inattendue. « Madame Beaumont, il y a un jeune homme ici qui veut vous parler. Il dit que c'est urgent. » J'ai demandé qu'on le fasse entrer dans mon bureau. Quand la porte s'est ouverte, j'ai immédiatement reconnu ses yeux bleus, ce corps sculpté par des heures de gymnastique. C'était lui, l'entraîneur personnel d'Amélie. Il s'est présenté comme Laurent Moreau. Il semblait nerveux, agité. « Madame Beaumont, pardonnez-moi de venir ainsi, sans prévenir. Mais j'ai besoin de vous dire quelque chose à propos d'Amélie avant qu'il ne soit trop tard. » Je lui ai offert un siège
nous servant 2 généreuses doses de whisky. Quelque chose me disait que nous aurions besoin de cet alcool. « Je vous écoute », ai-je dit, essayant de garder mon sang-froid, bien que mon cœur s'accélérait déjà, anticipant ce qui allait venir. « D'où venez-vous, vous qui m'écoutez en ce moment? Avez-vous déjà senti cette appréhension, ce moment où vous savez que votre vie est sur le point de basculer, mais vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter? Avez-vous déjà vécu cette humiliation publique qui vous marque à jamais? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Souvenirs de grand-mère, je vous invite à le faire maintenant pour suivre la suite de cette histoire bouleversante et découvrir comment cette chute au mariage de mon fils a révélé un secret de famille que je n'aurais jamais pu imaginer. Amélie et moi, nous avons une relation depuis 8 mois. Les mots de Laurent sont tombés comme des pierres dans le silence de mon bureau. 8 mois, exactement le temps que mon fils la connaissait. Continuez, l'ai-je encouragé, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. Laurent a alors raconté une histoire qui allait détruire toute illusion que je pouvais encore entretenir. Leur relation avait commencé quand elle l'avait engagé comme entraîneur personnel. Au début, des rencontres furtives au centre sportif après les heures de fermeture, puis des après-midi entiers dans son appartement quand elle était supposément en séance photo pour son Instagram. Elle me disait qu'elle m'aimait, qu'elle quitterait son fiancé, qu'elle n'était avec lui que pour l'argent. Je suis restée silencieuse, chaque mot comme un coup de poignard. Mes mains, ces mains qui avaient travaillé pendant des décennies à sélectionner les bijoux les plus fins, tremblaient en tenant le verre de whisky que j'avais à peine touché. La pièce, avec ses murs couverts de photos de famille, beaucoup d'entre elles récentes, avec Amélie souriant aux côtés de Philippe, semblait se moquer de ma naïveté. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» ai-je finalement demandé, quand il a fait une pause dans sa confession. C'est alors qu'il a révélé la bombe finale. « Amélie est enceinte, Madame Beaumont, de 2 mois, et l'enfant est de moi, pas de votre fils. » Mon monde s'est écroulé à cet instant. Non seulement la trahison, mais un bébé, une créature que mon fils croirait être la sienne. « Comment puis-je vous croire ?» ai-je questionné la voix tremblante. C'est alors qu'il a ouvert le sac qu'il portait et en a sorti une enveloppe. À l'intérieur, des photos d'eux ensemble, dans des situations sans équivoque intime, des messages, textes imprimés, des déclarations d'amour, des plans pour l'avenir, et un test de grossesse daté d'il y a 2 semaines. Elle m'a dit qu'elle utiliserait la grossesse pour assurer sa place dans la famille, pour avoir accès à la fortune des Beaumont. Quand j'ai découvert que son plan était de me laisser tomber après le mariage, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester silencieux. Laurent semblait sincèrement repentant, non seulement pour sa participation à cette romance, mais pour avoir été complice, bien qu'inconsciemment, d'un plan aussi élaboré. Je suis restée silencieuse pendant de longues minutes, digérant cette information dévastatrice. Une partie de moi voulait expulser cet homme, nier tout ce qu'il avait dit, préserver le bonheur de mon fils, même s'il était basé sur un mensonge. Mais la vérité était là, incontestable, dans les photos éparpillées sur mon bureau en acajou. « Que voulez-vous en échange de cette information ?» ai-je demandé, soupçonnant un chantage. Étonnamment, il a secoué la tête. « Je ne veux pas d'argent, Madame Beaumont. Je veux que mon enfant naisse en sachant qui est son vrai père. Ce n'est pas juste pour votre fils, ce n'est juste pour personne. » Quand Laurent est parti, je suis restée assise pendant des heures dans ce bureau, les preuves de la trahison encore sur la table, le verre de whisky intact. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré pour mon fils, pour la douleur qu'il ressentirait, pour l'humiliation qu'il était sur le point d'affronter. J'ai pleuré pour moi-même, pour avoir été si naïve, si facilement manipulée par une femme qui ne voyait en nous que de l'argent, pas des personnes. Le portrait de François, mon défunt mari, semblait me regarder depuis le mur avec un mélange de compassion et d'inquiétude. « Que ferais-tu » lui ai-je demandé à voix haute, bien que je savais que je n'obtiendrais pas de réponse. François avait toujours été ma boussole morale, mon conseiller le plus sage. Même après 20 ans depuis son départ, dans les moments de crise, je cherchais encore sa guidance. J'ai passé la nuit éveillée, considérant mes options. Tout dire à Philippe avant le mariage, tout annuler, confronter Amélie en privé. Chaque scénario semblait plus dévastateur que le précédent. Finalement, j'ai décidé d'attendre. J'avais besoin de voir de mes propres yeux si Amélie donnerait un signe
un indice de ses véritables intentions le jour du mariage. Si elle montrait le moindre remords, la moindre hésitation, peut-être y aurait-il une issue moins douloureuse. Le matin du mariage, le manoir familial est devenu un chaos organisé. Coiffeurs, maquilleurs, fleuristes entraient et sortaient, préparant tout pour le grand jour. Ma sœur Marguerite est arrivée tôt pour m'aider à me préparer. « Tu sembles tendue, Colette », a-t-elle commenté en brossant mes cheveux argentés. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Un moment, j'ai envisagé de tout lui dire. Marguerite avait toujours été ma confidente, mon soutien dans les moments difficiles. Mais quelque chose m'a retenue. Jusqu'à ce que je sois complètement sûre de la façon de procéder, je préférais garder cette bombe secrète. « Juste des nerfs de mère », ai-je répondu avec un sourire forcé. « Ce n'est pas tous les jours que ton fils unique se marie. » Pendant que je me préparais, j'ai gardé l'enveloppe avec les preuves dans mon sac de soirée. Au cas où, me suis-je dit, bien que je savais au fond que ce mariage ne devrait jamais être célébré. Le trajet jusqu'à l'église a été un flou d'émotions contradictoires. Le chauffeur de la voiture, un homme qui travaillait pour la famille depuis des années, a remarqué mon inquiétude. « Vous sentez-vous bien, Madame Beaumont ?» a-t-il demandé, me regardant dans le rétroviseur. « Oui, Pierre, merci », ai-je répondu, forçant un autre sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Ce sont juste des nerfs. L'église Saint-Louis, avec ses vitraux centenaires et son architecture majestueuse, était pleine à craquer. L'élite de la société parisienne s'était donné rendez-vous pour ce que beaucoup considéraient comme le mariage de l'année. L'événement social dont tout le monde parlerait pendant des mois. S'ils savaient ce que je savais, la cérémonie à l'église a été un flou d'émotions contradictoires. Voir mon fils heureux, radieux, complètement inconscient de ce qui allait arriver, me brisait le cœur. Amélie, éblouissante dans sa robe de mariée, jouait parfaitement le rôle de la femme amoureuse. J'en suis venue à douter des preuves que je portais. Était-il possible que quelqu'un puisse si bien feindre? Pendant la réception au Château des Lumières, j'ai observé Amélie attentivement. J'ai remarqué comment ses yeux parcouraient occasionnellement la foule, comme si elle cherchait quelqu'un. Laurent n'était pas parmi les invités, bien sûr, mais j'ai perçu le moment exact où elle l'a vu entrer discrètement dans la salle, se positionnant dans un coin reculé. Ce n'était qu'un éclair de reconnaissance dans ses yeux, mais c'était suffisant pour tout confirmer. Le Château des Lumières, avec ses lustres en cristal, ses colonnes de marbre et ses plafonds à caissons, offrait le cadre parfait pour ce qui devait être une célébration d'amour. L'orchestre jouait doucement tandis que les invités se mélangeaient, coupe de champagne à la main, inconscients du drame qui se déroulait sous leurs yeux. C'est alors que nous sommes arrivés au moment du dîner, à l'instant fatidique où Amélie a révélé sa vraie nature en tirant ma chaise. « Ta place est par terre !» a-t-elle dit, assez fort pour que tous entendent. À ce moment, alors que je ressentais la douleur de la chute et l'humiliation, une certitude s'est formée en moi. Elle ne méritait pas mon silence. Elle ne méritait pas ma considération. Elle ne méritait pas mon fils. Le temps semblait s'être figé à cet instant. Moi, Colette Beaumont, la femme qui avait affronté un marché dominé par les hommes, qui avait bâti un empire de bijouterie après avoir perdu son mari, j'étais à terre comme un animal blessé, exposé, humilié. Je sentais le regard de pitié des personnes qui m'avaient toujours respecté, certaines qui m'avaient même envié. La honte brûlait mon visage plus que l'impact de la chute. C'est ma sœur Marguerite qui a réagi en premier, accourant pour m'aider. « Colette, ça va ?» a-t-elle demandé, son visage reflétant l'indignation qui grandissait en moi. Je me suis appuyée sur elle pour me relever, sentant chaque muscle de mon corps protester, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la dignité blessée. J'ai arrangé ma robe froissée, passé la main dans mes cheveux argentés, essayant de restaurer la coiffure qui avait coûté une fortune dans le salon le plus cher de la ville. Mais je savais que certaines choses ne pouvaient pas être réparées aussi facilement. Et c'est ainsi, avec cette certitude brûlant dans ma poitrine, que j'ai demandé le microphone au maître de cérémonie, prêt à révéler la vérité qui changerait à jamais le cours de cette soirée, de ces vies, de cette famille qu'Amélie désirait tant exploiter. Avec le microphone en main, j'ai senti son poids, pas seulement le physique, mais le poids de la vérité que j'étais sur le point de révéler. 300 pères Dieu me regardaient, certains avec pitié,
d'autres avec une curiosité morbide, attendant de voir comment la dame humiliée réagirait. J'ai vu mon image reflétée dans les miroirs ornés qui décoraient la salle du château des Lumières. Cheveux argentés légèrement dérangés par la chute, robe froissée, maquillage coulé par les larmes contenues. J'ai respiré profondément. L'air conditionné de la salle semblait insuffisant pour apaiser la chaleur qui montait à mon visage. J'étais sur le point de détruire ce qui devait être le jour le plus heureux dans la vie de mon fils. J'étais sur le point d'exposer une vérité douloureuse devant tous nos amis, notre famille, nos collègues de travail. Pendant une seconde, j'ai douté. Mais alors, mes yeux ont rencontré ceux d'Amélie. Il n'y avait pas de regret là. Au contraire, il y avait un éclat de triomphe, comme si mon humiliation n'était que l'apéritif d'un long repas de mépris qu'elle prévoyait de servir. À ses côtés, mon fils semblait confus, partagé entre la loyauté envers sa nouvelle épouse et l'instinct de venir au secours de sa mère. Pauvre garçon, il n'avait aucune idée de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur sa tête. « Chers invités », ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. « Je vous remercie de votre présence en ce jour si révélateur. » J'ai fait une pause délibérée, observant comment l'expression d'Amélie passait du triomphe à l'incertitude. Je crois que vous avez tous été témoins du petit incident qui vient de se produire. Certains peuvent penser que c'était juste un accident, un malentendu. Mais j'ai clairement entendu les mots de ma belle-fille. « Ta place est par terre ». Des murmures ont parcouru la salle. J'ai vu Sophie, la sœur d'Amélie, baisser la tête, clairement embarrassée par le comportement de sa sœur. Ses parents, ce couple simple de province, semblaient vouloir disparaître dans leur chaise. Le père d'Amélie, M. Rousseau, un homme de peu de mots et de beaucoup de dignité, regardait sa fille avec une expression qui mêlait déception et confusion. Certains d'entre vous me connaissent depuis des décennies, ai-je continué. Vous savez comment j'ai bâti la couronne après être devenue veuve, comment j'ai élevé mon fils seul, comment j'ai toujours mis la famille au-dessus de tout. J'ai fait une autre pause, sentant le goût amer des mots suivants. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'hier j'ai reçu une visite très intéressante. Quelqu'un qui avait des informations éclairantes sur ma charmante belle-fille. J'ai vu Amélie pâlir. Ses yeux ont parcouru la salle, cherchant frénétiquement quelque chose ou quelqu'un. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Laurent, l'entraîneur personnel, était discrètement positionné près de la sortie de secours, comme nous l'avions convenu. Nos regards se sont croisés brièvement et j'ai pu voir la gratitude dans ses yeux. Gratitude pour faire ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire, exposer la vérité. « Maman », la voix de Philippe a coupé le silence qui s'était installé. Que se passe-t-il ? Il y avait une confusion sincère dans sa voix, mêlée à un début d'irritation. Il pensait que je prenais simplement des représailles pour l'humiliation subie. Si seulement c'était si simple. « Mon fils », ai-je répondu, le regardant directement, ignorant les centaines d'autres personnes présentes. « Tu mérites de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Je me suis tournée vers Amélie, qui tenait maintenant le bord de la table avec une telle force que ses doigts étaient blancs. « Veux-tu le lui dire ou préfères-tu que je le fasse ?» Elle a secoué la tête, un geste presque imperceptible de négation. Ses yeux, autrefois hautains, imploraient maintenant. Trop tard pour des supplications silencieuses. « Amélie est enceinte, mon fils. » Les mots sont sortis comme des pierres de ma bouche. J'ai vu le visage de Philippe s'illuminer un instant. Il serait père avant que l'ombre du doute ne commence à se former. Après tout, pourquoi annoncerais-je cela de cette façon à ce moment ? De 2 mois, ai-je continué implacable. Mais le bébé n'est pas de toi. Le silence qui a suivi était différent du précédent. Ce n'était pas un silence gêné, c'était un silence stupéfait, absolu, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. J'ai vu le sourire de Philippe s'effondrer lentement, comme un château de sable frappé par une vague. Ses yeux, si semblables à ceux de son père, cherchaient un signe que c'était une mauvaise blague, un mensonge motivé par la rancune. Ce n'est pas vrai. Amélie a finalement trouvé sa voix. Elle ment, elle est jalouse, elle veut nous séparer. Son jeu aurait été convaincant si ce n'était pour le tremblement de ses mains, pour la sueur visible sur son front malgré l'air conditionné. C'est alors que j'ai ouvert mon sac et sorti l'enveloppe que Laurent m'avait remise. « J'ai des preuves », ai-je simplement dit. Des photos,
des messages, le test de grossesse daté d'il y a 2 semaines. J'ai remis l'enveloppe à Philippe, dont les mains tremblaient autant que celles d'Amélie. Et le père, ai-je continué, pointant vers le fond de la salle, est juste là. Tous les regards ont suivi mon doigt pointé. Laurent a fait un pas en avant, éclairé par l'un des spots qui décoraient l'ambiance. Son visage était sérieux, contrit. Il ne semblait pas fier de son rôle dans cette histoire, mais il ne fuyait pas non plus la responsabilité. Philippe a ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. Les premières photos qu'il a vues semblaient le frapper comme des impacts physiques. Il a trébuché en arrière, s'appuyant sur une chaise. Ses yeux allèrent des photos à Amélie, des messages imprimés à l'homme au fond de la salle. La dure réalité s'installait lentement dans sa conscience. Pourquoi? C'est tout ce que Philippe a réussi à dire, la voix entrecoupée, les yeux remplis de larmes. Pourquoi Amélie? Elle a essayé de s'approcher, de toucher son bras, mais il a reculé comme si le contact le brûlait. Philippe, je peux l'expliquer, ce n'est pas exactement comme ça. Alors comment est-ce? La voix de mon fils a gagné en force, alimentée par la colère qui commençait à remplacer le choc initial. Comment est-ce exactement, Amélie? Ces photos sont des montages, ces messages sont faux. Tu n'es pas enceinte, ou ce n'est pas mon enfant que tu portes. Le silence d'Amélie a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. Des larmes ont commencé à couler sur son visage parfait, gâchant le maquillage élaboré. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords, je m'en suis rendu compte. C'étaient des larmes de frustration. Son plan, si soigneusement élaboré, s'effondrait sous ses yeux. Depuis combien de temps? Philippe a demandé, sa voix maintenant dangereusement calme. Depuis combien de temps cela dure-t-il? C'est Laurent qui a répondu, faisant quelques pas de plus vers le cercle de lumière. 8 mois, a-t-il dit, sa voix claire dans le silence sépulcral de la salle. Depuis que vous vous êtes rencontrés, un murmure a parcouru la foule. 8 mois, toute leur relation avait été un mensonge, une représentation élaborée. Philippe a fermé les yeux un moment, comme s'il essayait de traiter cette information. Quand il les a rouverts, quelque chose avait changé. La douleur était toujours là, bien sûr, mais maintenant il y avait aussi une détermination froide, calculée. « Tu as tiré la chaise de ma mère », a-t-il dit, regardant Amélie comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu l'as délibérément humiliée, devant tout le monde, à notre mariage. Pourquoi ?» Amélie semblait acculée. Elle a regardé autour d'elle, cherchant des alliés, mais n'a trouvé que des regards de réprobation ou, au mieux, de pitié. Elle a toujours été entre nous, a-t-elle essayé d'expliquer, la voix tremblante. Toujours à tout contrôler, à offrir de l'argent, des cadeaux, comme si j'étais à vendre. Et tu ne l'étais pas? La question est devenue de moi, avant que je puisse la retenir. N'est-ce pas exactement ce que tu as fait, Amélie? Te vendre à mon fils pendant que tu entretenais une liaison avec ton amant, vendre une fausse image d'amour pendant que tu prévoyais d'utiliser un bébé qui n'est pas de lui pour garantir ta place dans la famille. Elle m'a regardée avec une haine pure, distillée. Un moment, j'ai pensé qu'elle allait se jeter sur moi, compléter l'humiliation par une agression physique. Mais même Amélie avait assez de bon sens pour réaliser que cela ne ferait qu'empirer sa situation. « Tu ne comprends pas », a-t-elle dit, se tournant vers Philippe, tentant un dernier coup. « J'ai commis une erreur, oui, mais j'étais confuse. Laurent n'était qu'un écart. Le bébé peut être le tien, Philippe. Personne n'a encore fait de test ADN. N'insulte pas mon intelligence, a répondu Philippe, sa voix chargée d'une froideur que je n'avais jamais entendue auparavant. Avec des gestes délibérément lents, il a retiré l'alliance récemment placée à son doigt. Il l'a regardée un moment, comme s'il réfléchissait à quoi en faire. Puis, dans un mouvement rapide, il l'a jetée en direction de la table des cadeaux. Le tintement métallique de l'alliance heurtant la verrerie a semblé amplifié dans le silence de la salle. « C'est fini », a-t-il dit simplement. Il m'a regardé, puis Laurent, puis de nouveau Amélie. « C'est fini », a-t-il répété, comme s'il avait besoin de s'en convaincre lui-même. Amélie semblait ne pas croire ce qui se passait. Son plan parfait, son ascension sociale soigneusement planifiée, tout s'effondrait sous ses yeux. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit, sa voix maintenant stridente. « Nous sommes mariés, nous avons signé les papiers, j'ai des droits. » C'est alors que le père Antoine, qui avait célébré la cérémonie plus tôt, s'est levé de sa table. « En fait, ma fille, a-t-il dit,
sa voix tranquille contrastant avec la tension de l'atmosphère. Le mariage religieux a été célébré, mais les papiers civils n'ont pas encore été enregistrés. Ils devaient être déposés à la mairie lundi. Il a regardé Philippe avec compassion. D'un point de vue légal, tu n'es pas marié. Cette information a semblé frapper Amélie comme un coup physique. Elle a chancelé, s'appuyant sur la table. Ses jambes semblaient sur le point de céder. Tout son plan, toutes ses machinations, tout cela pour rien. C'est Sophie, sa sœur, qui s'est finalement levée et est venue jusqu'à elle. « Allons-y, Amélie », a-t-elle dit doucement, plaçant un bras autour des épaules tremblantes de sa sœur. C'est fini. Mais Amélie n'était pas prête à admettre la défaite. Elle s'est dégagée de l'étreinte de sa sœur et s'est avancée dans ma direction, le visage déformé par une rage qu'elle n'essayait plus de cacher. « Toi !» a-t-elle crié, pointant un doigt accusateur. « Tu as tout planifié, tu as tout ruiné !» Je suis restée ferme, affrontant ses yeux verts qui débordaient maintenant de haine. « Non, Amélie, tu as fait cela toute seule. Chaque choix, chaque mensonge, chaque trahison. J'ai simplement exposé la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Elle semblait sur le point de se jeter sur moi quand Laurent s'est finalement approché, la retenant doucement par le bras. « Ça suffit, Amélie » a-t-il dit, la voix basse mais ferme. « Partons, nous devons parler du bébé. » La mention du bébé a semblé éveiller quelque chose en elle. Sa main est instinctivement allée à son ventre encore plat. Pendant un moment, j'ai vu un éclair de vulnérabilité réelle dans ses yeux. Après tout, malgré tout, elle portait une vie en elle, une vie innocente qui n'était pas responsable des choix des parents. « Le bébé » a-t-elle murmuré, comme si elle venait seulement de se souvenir de la créature. Elle a regardé Philippe, puis Laurent, puis moi de nouveau. Quelque chose dans son regard a changé, comme si un masque était tombé. « Je n'ai jamais voulu d'enfant », a-t-elle avoué, la voix basse mais audible dans le silence de la salle. « J'allais utiliser la grossesse pour garantir ma place dans la famille. Mais ensuite, je prévoyais de perdre le bébé. Un accident opportun. » Ces mots ont provoqué des frissons chez tous ceux qui les ont entendus. Une chose était de trahir, mentir, tromper. Une toute autre chose était d'envisager d'utiliser une vie innocente comme un pion dans un jeu de manipulation. Laurent a reculé, la regardant avec horreur. « Tu prévoyais de te débarrasser de notre enfant ?» La douleur dans sa voix était palpable. « Tu m'as dit que tu voulais cet enfant, que nous construisions une famille. » Amélie a haussé les épaules, une dernière démonstration de froideur calculée. « Tu as été utile aussi, Laurent. Ton rôle est terminé. » C'était trop pour le jeune homme. Il a lâché son bras comme s'il brûlait, s'éloignant de quelques pas. « Qui es-tu » a-t-il demandé, la voix entrecoupée. « Je ne te reconnais plus. Personne ici ne me connaît vraiment, » a-t-elle répondu, regardant autour d'elle, le cercle de visages horrifiés. Personne. C'est à ce moment que Marcel Rousseau, le père d'Amélie, s'est finalement levé. C'était un homme de stature moyenne, aux cheveux grisonnants, au visage marqué par des décennies de travail honnête sous le soleil de la campagne. Il a marché lentement jusqu'à sa fille, ses pas lourds résonnant dans le silence de la salle. Il s'est arrêté devant elle, les yeux chargés d'une tristesse infinie. « Je ne t'ai pas élevé ainsi », a-t-il dit simplement, la voix rauque d'émotion contenue. « Ta mère et moi t'avons donné tout ce que nous pouvions. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. Où nous sommes-nous trompés, ma fille ?» Ces mots simples, prononcés avec tant d'amour et tant de douleur, ont semblé finalement atteindre Amélie là où aucune accusation n'avait réussi. Ses yeux se sont remplis de larmes véritables pour la première fois ce soir-là. « Papa » a-t-elle commencé, mais n'a pas pu continuer. Les mots sont morts dans sa gorge. Monsieur Rousseau a lentement secoué la tête. « Rentrons à la maison » a-t-il dit, non pas comme une suggestion, mais comme un ordre. « Ta mère et moi t'aiderons avec le bébé, mais tu dois remettre de l'ordre dans ta vie, Amélie. Tu dois retrouver la petite fille que nous avons élevée. » Elle a acquiescé silencieusement, toute l'arrogance finalement dissipée. Elle s'est laissée conduire hors de la salle par son père, suivie par sa mère et sa sœur. Laurent est resté en arrière, regardant vers la porte par laquelle elle était sortie, comme s'il ne savait pas quoi faire ensuite. Philippe s'est approché de lui, et pendant un moment tendu, j'ai pensé qu'il allait l'agresser. Au lieu de cela, il a tendu la main. « Prends soin de ton enfant », a-t-il dit simplement. « Sois le père que cet enfant mérite. »
Laurent a accepté la poignée de main, le geste scellant un accord silencieux entre deux hommes qui avaient été utilisés par la même femme. « Je suis vraiment désolé, a-t-il dit, la voix sincère, pour tout. » Philippe a hoché la tête une seule fois, puis s'est détourné et a marché dans la direction opposée, ayant besoin d'espace, d'air, de distance par rapport à cette situation étouffante. Les invités ont commencé à se disperser, beaucoup ne sachant pas comment réagir au spectacle dont ils avaient été témoins. Certains se sont approchés de moi, offrant des paroles de réconfort, exprimant leur indignation face au comportement d'Amélie. D'autres sont simplement sortis en silence, emportant avec eux les souvenirs personnalisés d'un mariage qui s'est terminé avant même d'avoir commencé. Je suis restée là, au milieu de la salle maintenant à moitié vide, le microphone toujours dans mes mains. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais protégé mon fils d'une vie de mensonges. J'avais empêché une femme sans scrupules de profiter de notre famille. Mais la victoire avait un goût amer. J'ai regardé la chaise qu'Amélie avait tirée, causant ma chute. Un objet si simple, un geste si petit, déclenchant des conséquences si grandes. Je me suis demandé si elle comprendrait un jour la leçon qu'elle avait apprise aujourd'hui, que certaines chaises ne doivent pas être tirées, que certaines personnes ne doivent pas être sous-estimées, que certaines mères feront n'importe quoi pour protéger leurs enfants. 3 heures plus tard, la salle de réception du Château des Lumières était pratiquement vide. Seuls des employés silencieux démontèrent les tables, ramassèrent des verres à moitié pleins, emballèrent des portions intactes du gâteau à 5 étages que personne n'avait coupé. Un gaspillage de beauté, ai-je pensé, observant cette œuvre d'art confite qui avait coûté une petite fortune. Comme tout dans ce mariage, je me suis assise seule dans un coin, les pieds douloureux dans les chaussures à talons que j'avais choisies avec tant de soin pour assortir à ma robe bleu marine. Je n'arrivais pas à partir, pas encore. J'avais besoin d'absorber tout ce qui s'était passé, de donner un sens au tourbillon d'émotions qui me consumait. Madame Beaumont, la voix douce de Josette, ma gouvernante, a interrompu mes pensées. Elle était venue me chercher, inquiète de voir que je ne rentrais pas à la maison. « Êtes-vous bien ?» J'ai regardé cette femme qui m'accompagnait depuis plus de 20 ans, qui connaissait chaque recoin de ma vie, chaque pli de mon cœur. « Je ne sais pas, Josette, » ai-je répondu honnêtement. « J'ai fait ce qu'il fallait, mais pourquoi je me sens si vide ?» Elle s'est assise à côté de moi, un geste audacieux pour une employée, mais à ce moment-là, nous n'étions que 2 femmes partageant le poids d'une soirée difficile. La vérité fait toujours un peu mal, Madame Beaumont, même quand elle est nécessaire. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa sagesse simple. Où est mon fils ? Au manoir. Monsieur Lefebvre est avec lui. Olivier Lefebvre, mon avocat et ami de longue date, s'était proposé pour ramener Philippe à la maison, lui offrir un certain réconfort juridique et émotionnel dans ce moment difficile. Et elle, je n'ai pas eu besoin de préciser à qui je faisais référence. Elle est retournée à la campagne avec ses parents. Du moins, c'est ce que j'ai entendu des serveurs. Josette a hésité, comme si elle se demandait si elle devait continuer. Il y a autre chose que vous devriez savoir. J'ai levé les sourcils, surprise. Qu'est-ce qui pourrait encore arriver ? La soirée n'avait-elle pas déjà assez de révélations ? Une des serveuses a trouvé ceci dans la chambre où mademoiselle Amélie s'est préparée. Josette a tendu la main, révélant un petit objet métallique que j'ai immédiatement reconnu. La clé du coffre-fort de mon bureau à la maison. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Cette clé ne quittait jamais mon trousseau personnel. Comment Amélie l'avait-elle obtenue ? Et plus important, qu'avait-elle l'intention d'en faire ? Josette, nous devons rentrer à la maison maintenant. Je me suis levée d'un bond, ignorant la douleur dans mes pieds, l'épuisement physique et émotionnel. Quelque chose me disait que l'histoire d'Amélie avait plus de chapitres que je ne l'imaginais. Pendant le trajet jusqu'au manoir dans le quartier de Neuilly-sur-Seine, mon esprit bouillonnait de possibilités. Dans le coffre-fort, je gardais non seulement des bijoux précieux, mais aussi des documents importants de l'entreprise, des actes de propriété, y compris celui de l'appartement que je prévoyais de donner au couple sur l'avenue Montaigne. Amélie prévoyait-elle de voler ces documents, de falsifier ma signature, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu ? Quand nous sommes arrivés au manoir, la maison était étrangement silencieuse. Olivier et Philippe étaient dans le bureau, mon fils un verre de whisky à la main,
les yeux rouges fixés sur le vide. Mon cœur s'est serré en le voyant ainsi, brisé en ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de sa vie. « Maman, a-t-il dit, remarquant ma présence. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru plus tôt. » Je me suis approchée, touchant son visage avec tendresse. « Il n'y a rien à pardonner, mon fils. L'amour nous aveugle parfois. » Olivier s'est éclairci la gorge, attirant notre attention. « Colette, nous devons parler de certaines implications juridiques de cette situation. » J'ai acquiescé, comprenant la gravité du ton. « Juste un moment, Olivier. Il y a quelque chose que je dois vérifier d'abord. » J'ai marché jusqu'au mur où un tableau de Botero dissimulait la porte du coffre-fort. J'ai retiré la toile avec soin, révélant le mécanisme de sécurité. « Que se passe-t-il, maman ?» Philippe a demandé, la curiosité remplaçant momentanément la douleur dans ses yeux. « Je ne sais pas encore, » ai-je répondu honnêtement. Mais Josette a trouvé ceci dans la chambre où Amélie se préparait. J'ai montré la clé, voyant la compréhension immédiate dans les yeux d'Olivier. « Elle prévoyait d'accéder à ton coffre-fort, » a conclu l'avocat se levant. « Le jour du mariage? Pourquoi? Nous allons le découvrir. » J'ai inséré la clé, l'ai tournée, puis tapé le code sur le panneau électronique. La porte du coffre-fort s'est ouverte avec un léger clic. À première vue, tout semblait en ordre. Les bijoux étaient dans leurs écrins de velours, les documents organisés dans des dossiers. Mais alors, je l'ai remarqué. Le dossier bleu contenant les papiers de la couronne était légèrement désaligné, comme si quelqu'un l'avait manipulé récemment. J'ai sorti le dossier, l'ouvrant sur le bureau. Mon cœur s'est glacé en constatant ce qui manquait. Le contrat social de l'entreprise où figuraient les clauses de succession et les pourcentages de chaque associé. Le document qui garantissait qu'en cas de mon décès, l'entreprise reviendrait intégralement à mon fils. Le contrat social a disparu, ai-je murmuré, sentant une nouvelle vague de colère monter en moi. Elle a dû faire une copie des clés, entrer ici à un moment où nous n'étions pas à la maison. Olivier a froncé les sourcils, préoccupé. C'est grave, Colette. Avec ce document, quelqu'un pourrait falsifier des modifications, créer un nouveau contrat. Mais pourquoi? Philippe a questionné, la voix brisée. Qui gagnerait-elle? Elle n'était pas encore mariée avec moi. Elle n'aurait eu droit à rien. C'est alors que j'ai réalisé. Un souvenir a surgi dans mon esprit. Amélie, 3 semaines plus tôt, insistant pour que Philippe et moi fassions une assurance vie. Pour protéger la famille, avait-elle dit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. L'assurance, ai-je dit, presque pour moi-même. Philippe, as-tu signé cette police d'assurance qu'Amélie a suggérée? Il a acquiescé, surpris par le changement de sujet. Oui, nous avons signé la semaine dernière. 1 million pour chacun, avec toi comme bénéficiaire secondaire, au cas où il nous arriverait quelque chose à tous les deux. Et vous avez fait des examens médicaux pour cela, n'est-ce pas? Oui, c'est là que nous avons découvert que j'avais le cholestérol élevé. Tu te souviens que j'ai commencé ce régime? J'ai échangé un regard significatif avec Olivier, qui semblait être arrivé à la même conclusion sinistre. « Philippe, a-t-il dit avec précaution, as-tu encore des copies de cette police ?» Mon fils a froncé les sourcils, mais s'est levé et est allé jusqu'à sa mallette de travail, en sortant un dossier plastique. Tout est là. Pourquoi? Olivier a pris les documents, les examinant soigneusement. Ses yeux se sont agrandis en arrivant à une clause spécifique. « Colette, regarde ça. » J'ai pris le papier, lisant là où son doigt indiquait. C'était une clause additionnelle, écrite en petits caractères, presque imperceptible. En cas de décès des 2 assurés dans un délai de 30 jours, la valeur totale serait versée à un 3e bénéficiaire, Amélie Rousseau. Ça n'a aucun sens, Philippe a dit, lisant par-dessus mon épaule. Pourquoi aurais-je mis Amélie comme bénéficiaire en cas de notre décès? Elle aurait été mon épouse. Elle aurait déjà reçu ma part de toute façon. Tu ne l'as pas mise, ai-je répondu, la voix froide comme la glace. Cette clause a été ajoutée après, j'en suis certaine. Regarde la signature. En effet, la signature sur la page additionnelle était légèrement différente de la signature de Philippe sur le contrat principal. Une falsification habile, mais une falsification tout de même. Elle prévoyait de nous tuer, ai-je murmuré, la réalité de cette conclusion me frappant comme un coup de poing. Probablement après la lune de miel, quand elle aurait été légalement mariée avec toi. Peut-être un accident de voiture ou quelque chose dans la nourriture.
Mon Dieu. Philippe s'est laissé tomber dans le fauteuil, le visage aussi pâle que le papier. Elle avait besoin du contrat social pour s'assurer qu'elle hériterait de l'entreprise à travers toi. Olivier a conclu, reliant les points. Et avec vous deux hors du chemin, elle recevrait la valeur intégrale de l'assurance. 3 millions, plus une entreprise évaluée à plus de 50. Le plan parfait, ai-je murmuré, sentant un frisson. Si ce n'était pour Laurent, la mention de l'entraîneur personnel a fait relever la tête de Philippe. Il ne savait rien de tout ça, j'en suis sûre. Il était vraiment inquiet pour le bébé. Le bébé? Une nouvelle révélation m'a frappée. Philippe, as-tu fait un testament récemment? Il a semblé confus par la question. Oui, la semaine dernière, Amélie a insisté. Elle a dit que c'était important, maintenant que nous allions nous marier, que s'il m'arrivait quelque chose, elle et le bébé seraient protégés. Où est ce document? Dans son bureau, je crois. Elle a dit qu'elle le remettrait au notaire. Olivier a immédiatement pris le téléphone. Je vais appeler le juge Mercier. Nous devons bloquer tout enregistrement de testament à ton nom, Philippe. Si elle a tenté de falsifier cette assurance, elle peut avoir fait de même avec le testament. Pendant qu'Olivier passait l'appel, je suis restée à observer mon fils, voyant la douleur et le choc dans ses yeux. Comment n'avions-nous pas vu cela plus tôt? Comment avions-nous été si aveugles? Elle ne m'a jamais aimé, Philippe a dit. Plus une constatation qu'une question. Tout ce temps, tout n'était qu'un plan. Je me suis assise à ses côtés, tenant sa main. Toutes les personnes ne sont pas capables d'aimer, mon fils. Certaines ne connaissent que l'ambition, la cupidité. Il a lentement hoché la tête, les larmes coulant finalement sur son visage. J'ai vraiment cru que nous avions quelque chose de spécial, qu'elle était différente. Elle est différente, ai-je répondu, la voix douce, mais pas de la façon dont nous pensions. Olivier a raccroché, son visage grave. Le juge va émettre une ordonnance bloquant tout enregistrement au nom de Philippe. Il va également notifier la police. Colette, cela va au-delà d'une simple fraude. C'est une tentative d'homicide prémédité. Non, Philippe a interrompu, la voix ferme pour la première fois de cette nuit. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de police. Je ne veux pas de scandale. Mon fils, elle prévoyait de nous tuer. Et elle va payer pour ça, mais pas comme ça. Il s'est levé, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin illuminé du manoir. Si nous impliquons la police, cela deviendra public. La couronne, tout ce que tu as construit, maman, notre réputation, tout serait entaché par ce scandale. Olivier et moi avons échangé des regards inquiets. Que suggères-tu alors? Ai-je demandé avec prudence. Philippe s'est retourné et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la douleur, mais une détermination froide, calculatrice. Nous allons utiliser ses propres armes contre elle. Dans les jours qui ont suivi, nous avons mis en œuvre le plan de Philippe. Olivier a utilisé ses contacts pour localiser Amélie, qui s'était installée dans un hôtel de la capitale, pas dans la maison de ses parents, comme nous l'avions initialement cru. Apparemment, la confrontation avec son père lors du mariage avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase pour la relation familiale. Nous avons également découvert qu'elle avait tenté d'accéder à nos comptes bancaires en utilisant des informations personnelles de Philippe qu'elle avait collectées pendant leur relation. Heureusement, nos mots de passe avaient été modifiés sur les conseils d'Olivier, immédiatement après le mariage raté. Une semaine plus tard, Amélie a reçu une notification judiciaire, pas pour tentative d'homicide ou fraude, comme on aurait pu s'y attendre, mais pour quelque chose de beaucoup plus simple, une ordonnance d'éloignement l'empêchant d'approcher tout membre de la famille Beaumont ou toute propriété liée à la bijouterie. Avec la notification, nous avons envoyé un message clair. Nous avions des preuves de tout. Le plan d'assurance, la falsification du testament, qui, comme nous le soupçonnions, avait été falsifié, le vol du contrat social. Si elle tentait quoi que ce soit contre nous, si elle ne faisait que mentionner le nom Beaumont à nouveau, les preuves iraient directement à la police. Le coup final est venu sous la forme d'un accord extrajudiciaire, proposé par Olivier et accepté par Amélie sans résistance. En échange de notre silence, elle renoncerait à toute revendication sur le bébé. Laurent aurait la garde totale de l'enfant, sans qu'elle puisse interférer d'aucune façon. Elle a accepté trop facilement, ai-je commenté avec Olivier, quand il m'a apporté les papiers signés. Je pensais qu'elle se battrait au moins pour l'enfant. Elle n'a jamais voulu ce bébé, Colette, a-t-il répondu.
rangeant les documents dans sa mallette. Pour elle, c'était juste un outil de plus de manipulation. Sans le lien avec la famille Beaumont, l'enfant a perdu sa valeur. Ces mots m'ont profondément attristé. Penser que cette créature innocente, de mon sang ou non, avait été utilisée de façon si froide, si calculatrice. Les jours ont passé, et peu à peu la vie a repris une certaine normalité. Philippe s'est plongé dans le travail, assumant des projets architecturaux ambitieux qui le tenaient occupé jour et nuit. Il parlait rarement d'Amélie, et quand il le faisait, c'était avec une indifférence étudiée qui ne me trompait pas. La douleur était toujours là, cachée sous des couches de professionnalisme et de routine. Quant à moi, j'ai trouvé du réconfort dans une nouvelle routine, des visites hebdomadaires à l'orphelinat Sainte-Lucie, où j'ai commencé à donner des cours d'artisanat pour enfants abandonnés. C'était une façon de combler le vide laissé après le rêve frustré d'être grand-mère. Enseigner à ses enfants à faire de petites pièces de bijouterie est devenue la partie la plus gratifiante de mes semaines. Un mois après le mariage manqué, j'ai reçu une visite inattendue. Laurent est apparu au manoir, visiblement nerveux, tenant une enveloppe brune. « Madame Beaumont » a-t-il commencé, s'asseyant dans le salon après mon invitation. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai étudié cet homme qui, d'une certaine façon, avait sauvé nos vies en révélant sa liaison avec Amélie. Il semblait différent maintenant, plus mince, des cernes profondes, les cheveux en désordre. Les derniers mois n'avaient manifestement pas été faciles pour lui non plus. « Que puis-je faire pour toi, Laurent ?» Il a ouvert l'enveloppe, révélant une échographie. « C'est une fille », a-t-il dit, un sourire timide apparaissant sur son visage fatigué. « Elle va naître dans 5 mois. » J'ai regardé cette image en noir et blanc, où l'on pouvait distinguer les contours d'un bébé. Une vie innocente, complètement étrangère au tourbillon d'événements qui entouraient sa conception. Amélie a signé la renonciation à la garde. Laurent a continué. Elle ne veut rien avoir à faire avec la petite. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'instinct maternel. Il a dégluti, visiblement perturbé. Mais je veux être un bon père, Madame Beaumont. Je veux que ma fille ait tout ce que je n'ai pas eu. L'éducation, les opportunités. Et tu es venu demander de l'argent, ai-je conclu. Non pas comme une accusation, mais comme une constatation. Il a semblé honteux. Ce n'est pas exactement ça. Je suis venu demander un emploi. Je sais que vous avez des contacts dans plusieurs centres sportifs d'élite de la ville. En tant qu'entraîneur personnel, je gagne bien, mais pas assez pour élever une fille seule, en lui donnant tout ce qu'elle mérite. Son honnêteté m'a surprise. Il aurait pu essayer de me manipuler émotionnellement, utiliser l'enfant comme monnaie d'échange. Au lieu de cela, il était là, vulnérable, demandant une opportunité de travail. « Pourquoi t'aiderais-je, Laurent ? Tu as fait partie de la destruction du mariage de mon fils. » Il a acquiescé, acceptant l'accusation. « Je sais que je ne mérite pas votre aide, Madame Beaumont, mais cette petite fille, elle n'a pas demandé à naître au milieu de ce chaos. Et bien qu'elle ne soit pas biologiquement votre petite fille, elle est la fille de la femme que votre fils a choisi d'aimer pendant un temps. Cela doit signifier quelque chose. » Ces paroles ont touché quelque chose de profond en moi. Cette enfant, innocente de tous les péchés des parents, méritait une chance de grandir loin des ombres de manipulation et de cupidité qui avaient marqué sa conception. « Je vais réfléchir à ta demande », ai-je finalement répondu. « Je ne peux rien promettre, mais je vais y réfléchir. » Après le départ de Laurent, je suis restée à contempler cette échographie qu'il avait laissée avec moi. Une petite fille, une nouvelle vie pleine de possibilités. 3 jours après la visite de Laurent, j'ai pris ma décision. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image de cette échographie, ce petit être qui bientôt arriverait au monde. Une créature qui, malgré tout, avait un lien avec notre famille, même s'il n'était pas de sang. J'ai pris le téléphone et appelé Antoine Moreau, propriétaire de la plus grande chaîne de centres sportifs de luxe de Paris et client de longue date de la bijouterie. Je lui ai expliqué la situation de façon succincte, omettant les détails les plus sordides. Un jeune homme talentueux, Antoine. Il a besoin d'une opportunité pour subvenir aux besoins de sa fille qui va naître. Il sera père célibataire. « Si tu le recommandes, Colette, c'est suffisant pour moi, » a répondu Antoine, toujours gentil.
Envoie-le à l'établissement de Neuilly-sur-Seine lundi. J'ai un poste de coordinateur d'entraîneur personnel disponible. » J'ai remercié et raccroché, ressentant une étrange légèreté. Peut-être qu'aider cet enfant, même indirectement, était une façon de guérir une partie de la douleur qu'Amélie avait causée à notre famille. Quand j'ai appelé Laurent pour lui annoncer la nouvelle, le silence de l'autre côté de la ligne a été suivi par un sanglot contenu. « Madame Beaumont, je ne sais pas comment vous remercier. Je ne fais pas ça pour toi, Laurent. » ai-je répondu honnêtement. « Je le fais pour ta fille. Elle mérite un père qui puisse s'occuper d'elle convenablement. Je comprends. Et je promets que je ne vous décevrai pas. » Après avoir raccroché, je suis restée à réfléchir aux étranges chemins du destin. Qui aurait imaginé que je finirais par aider l'homme qui avait été l'amant de la fiancée de mon fils? La vie avait vraiment un sens de l'humour particulier. Philippe, quand je lui ai parlé de ma décision, m'a surprise par sa réaction. Au lieu de l'indignation que j'attendais, il a hoché la tête, pensif. « Je crois que tu as fait ce qu'il fallait, maman. Ce bébé n'est responsable de rien. » Il a fait une pause, jouant avec le stylo qu'il tenait. « Tu sais, parfois, je me surprends à penser, si elle avait vraiment été enceinte de moi, aurais-je été un bon père ?» La vulnérabilité dans sa voix m'a ému. « Le meilleur, mon fils. Tu aurais été exactement comme ton père, présent, aimant, patient. » Il a souri tristement. « Un jour, peut-être, avec la bonne personne. » Ces mots m'ont donné de l'espoir. Malgré tout, mon fils ne s'était pas complètement fermé à l'amour. La blessure était là, profonde et douloureuse. Mais un jour, elle cicatriserait. Les semaines se sont transformées en mois. La vie a suivi son cours, comme cela arrive toujours même après les plus grandes tragédies. La couronne prospérait. Nos clients fidèles n'ont jamais su les détails sordides derrière le mariage annulé. Pour le monde extérieur, il y avait eu simplement un désaccord irréconciliable entre les fiancés. Philippe s'est plongé dans le travail, prenant en charge des projets architecturaux ambitieux qui le tenaient occupé jour et nuit. Il parlait rarement d'Amélie, et quand il le faisait, c'était avec une indifférence étudiée qui ne me trompait pas. La douleur était toujours là, cachée sous des couches de professionnalisme et de routine. Quant à moi, j'ai trouvé du réconfort dans ma nouvelle routine à l'orphelinat Sainte-Lucie. Ces enfants, avec leur sourire sincère et leurs yeux pleins d'espoir malgré les difficultés, me rappelaient pourquoi il vaut la peine de continuer, même après les déceptions les plus amères. C'est lors d'une de ces visites, 4 mois après l'incident au mariage, que j'ai reçu un appel d'Iracema. Sa voix était étrangement animée. « Colette, tu ne vas pas croire qui est de retour à Paris. »« Qui ?» ai-je demandé distraite, en aidant une petite fille de 7 ans à enfiler des perles colorées sur un cordon. « Juliette, Juliette Lefebvre. » Ce nom a fait bondir mon cœur. Juliette avait été le premier amour de Philippe durant l'adolescence. Ils étaient assortis ensemble pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle déménage en Espagne pour étudier l'histoire de l'art. La séparation avait été douloureuse pour les deux, mais inévitable. Ils étaient trop jeunes pour un engagement à distance. « Juliette, tu es sûre ? » ?»« Absolument. Je viens de prendre un café avec elle au Café Les Violettes. Elle est plus belle que jamais, Colette, et célibataire. » J'ai essayé de contenir l'espoir qui commençait à grandir. « Iracema, ne commence pas. Philippe vient de traverser un traumatisme terrible. Il n'est pas prêt pour une nouvelle relation. » Qui a parlé de relation ? Je mentionne simplement qu'une vieille amie est de retour en ville. Si cela mène à quelque chose de plus, seul le temps le dira. Je connaissais bien ce ton. Iracema, l'éternelle entremetteuse, tramait déjà ses plans. Mais peut-être, juste peut-être, cette fois son intuition serait-elle juste. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai mentionné négligemment le retour de Juliette. Philippe a arrêté sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, clairement surpris. « Juliette Lefebvre. Oui, il semble qu'elle ait terminé son doctorat à Madrid et soit revenue pour prendre la charge de conservatrice au Musée national. J'ai vu quelque chose s'éveiller dans ses yeux, une étincelle d'intérêt, peut-être même de nostalgie. Ça a toujours été son rêve. Iracema l'a rencontrée aujourd'hui. Elle dit qu'elle habite dans ce petit appartement près du musée. Philippe a acquiescé, se remettant à manger, mais j'ai perçu que quelque chose avait changé. Une tension dans ses épaules s'était relâchée, comme si un bon souvenir avait momentanément chassé les mauvais. 2 semaines plus tard, Philippe est rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Il semblait différent. Il y avait une nouvelle énergie en lui, un éclat dans les yeux que je n'avais pas vu depuis des mois.
J'ai rencontré Juliette aujourd'hui, a-t-il dit sans préambule, s'asseyant dans le fauteuil du salon. Je suis allée au musée pour discuter du projet de revitalisation de l'Elest. Elle est la conservatrice responsable maintenant. Et comment c'était ? Ai-je demandé, essayant de paraître désinvolte. Étrange au début. Bien, ensuite. Il a souri, un sourire sincère qui a réchauffé mon cœur. Elle n'a pas changé du tout, maman. Elle parle toujours avec les mains. Elle s'enthousiasme toujours quand elle parle d'art baroque. Elle a toujours ce rire qui semble illuminer l'environnement. Vous avez seulement parlé de travail ? Il a légèrement rougi, comme le garçon qu'il avait été autrefois. Non, nous avons pris un café après. Nous avons parlé de Madrid, des années qui ont passé, de comment la vie nous a menés sur des chemins différents, uniquement pour nous ramener au même endroit. Je n'ai rien dit, observant simplement la transformation subtile sur son visage. C'était trop tôt pour espérer, bien sûr. La blessure laissée par Amélie était encore fraîche, mais pour la première fois en plusieurs mois, j'ai vu une possibilité à l'horizon. Le destin, cependant, avait d'autres surprises en réserve pour nous. Une semaine après cette rencontre, j'ai reçu un appel de Laurent. Sa voix était étouffée, tendue. « Madame Beaumont, pardonnez-moi de vous déranger, mais Amélie est à l'hôpital. Elle a eu des complications dans sa grossesse. J'ai senti un froid dans ma colonne vertébrale. Malgré tout ce que cette femme avait fait, elle portait une vie innocente. Est-ce grave ? Oui, les médecins ont fait une césarienne d'urgence. Le bébé était né prématuré. À 7 mois, elle est en soins intensifs néonatales. Et Amélie ? Un silence pesant a précédé sa réponse. Elle n'a pas survécu. Il y a eu une hémorragie massive. Les médecins ont tout tenté, mais je n'ai pas pu répondre immédiatement. Amélie, morte, cette femme pleine de vie, d'ambition, de plans, certains terribles, c'est vrai, était maintenant partie. C'était difficile à assimiler. Je suis à l'hôpital Saint-Joseph, Laurent a continué. La petite se bat, mais les médecins sont optimistes. Elle est forte. Et les parents d'Amélie, ils sont en route. Mais il a hésité. Madame Beaumont, je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais j'aimerais que vous veniez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de quelqu'un de familier ici. Quelqu'un qui comprenne toute cette situation compliquée. L'appel m'a laissé abasourdi. Pourquoi Laurent m'appellerait-il dans un moment si intime, si douloureux ? Et pourquoi ai-je ressenti une impulsion presque irrésistible de répondre à sa demande ? Après une brève conversation avec Philippe, qui en est resté aussi choqué que moi par la nouvelle, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Pas pour Amélie, dont la mort me causait des sentiments contradictoires, mais pour cette créature innocente qui était maintenant complètement seule au monde, à l'exception d'un père sans préparation. L'hôpital Saint-Joseph était un bâtiment imposant dans le quartier chic de Paris. J'ai trouvé Laurent dans la salle d'attente des soins intensifs néonatales, des cernes profondes marquant son jeune visage, les mains tremblantes, tenant une tasse de café froid. « Merci d'être venu », a-t-il dit, se levant pour m'accueillir. « Je sais que ça n'a pas de sens de vous avoir appelé, après tout. Comment va le bébé ?» ai-je interrompu, allant droit au but. « Stable. Elle pèse à peine 1,6 kg, mais les médecins disent qu'elle a de bons réflexes. Elle devra rester en couveuse pendant quelques semaines, peut-être des mois. L'as-tu vu ? » Un sourire fragile a illuminé son visage fatigué. « Oui, elle est magnifique, Madame Beaumont. Si petite, si parfaite, elle a les yeux de sa mère. » Cette observation m'a prise au dépourvu. Les yeux d'Amélie, verts, intenses, calculateurs. J'espérais que la fille n'avait hérité que de la couleur, pas de la froideur qui habitait derrière eux. « Veux-tu la voir ?» Laurent a timidement demandé. J'ai hésité. Voulais-je vraiment rencontrer cette créature, la fille de la femme qui avait presque détruit ma famille ? Mais alors je me suis souvenu. Ce bébé n'était pas responsable des péchés de sa mère. C'était juste une âme nouvelle, pure, entrant dans un monde compliqué sans la protection maternelle. « Oui », ai-je finalement répondu. « J'aimerais la voir. » L'unité de soins intensifs néonatale était un environnement surréaliste, silencieux malgré les bips constants des équipements, éclairé par la douce lumière qui provenait des incubateurs. Laurent m'a guidé vers l'un d'entre eux, où une minuscule créature reposait, connectée à des tubes et des moniteurs. J'ai regardé à travers le plastique transparent et mon cœur s'est serré. C'était vraiment un beau bébé, peau rosée, un duvet doré couvrant la tête délicate.
yeux fermés dans un sommeil apparemment paisible. Les mains étaient plus petites que mon ongle de pouce, les doigts si parfaits et minuscules qu'ils semblaient irréels. « Comment vas-tu l'appeler » ai-je demandé, la voix plus rauque que je ne l'avais voulu. Je n'ai pas encore décidé. Laurent a posé sa main sur l'incubateur, comme s'il pouvait toucher sa fille à travers le plastique. Amélie avait suggéré Victoire, mais maintenant, je ne sais pas si c'est approprié. Victoire, un nom ironique pour une créature dont la naissance représentait la défaite finale de sa mère, la fin de tous ses plans. Pourquoi pas Victoire, ai-je suggéré, me surprenant moi-même. Parce que malgré tout, c'est ce qu'elle représente. Une victoire sur la haine, sur le mal, sur les plans obscurs, une nouvelle chance, un nouveau départ. Laurent a réfléchi un moment, puis a lentement acquiescé. Victoire, c'est parfait. Il a fait une pause, regardant sa fille avec un mélange d'amour et de peur. Madame Beaumont, je ne sais pas si je vais y arriver. Être père célibataire, élever une fille seule. J'ai tellement peur de lui faire défaut. Tous les parents ont cette peur, ai-je répondu doucement. Même ceux qui ont une structure familiale complète, même ceux qui ont planifié chaque détail. Mais je n'ai personne. Mes parents sont décédés il y a des années. Je n'ai pas de frères et sœurs. Amélie, eh bien, sa famille ne voudra probablement même pas connaître l'existence de cet enfant. J'ai regardé à nouveau ce bébé si fragile, si dépendant. J'ai pensé à comment la vie fait des détours, à comment le destin nous mène sur des chemins inattendus. Tu n'es pas seul, Laurent, me suis-je entendu dire, les mots sortant avant que je ne puisse les filtrer. Je vais t'aider avec Victoire. Ses yeux se sont agrandis, incrédules. Madame Beaumont, je ne peux pas accepter. Après tout ce qui s'est passé, je ne fais pas ça pour toi ou pour Amélie ou même pour moi. Je le fais pour elle. J'ai désigné l'incubateur. Cet enfant mérite une chance dans la vie. Elle mérite d'être aimée, protégée, guidée. Si ses grands-parents maternels ne veulent pas participer à cela, eh bien, peut-être est-il temps de créer de nouveaux liens familiaux, basés non sur le sang, mais sur le choix. Laurent n'a pas pu contenir ses larmes. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir, comme le nom que nous venions de choisir pour sa fille. Quand je suis sortie de l'hôpital ce soir-là, j'ai appelé Philippe. Je lui ai parlé du bébé, de ma décision d'aider Laurent. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Tu es sûre de cela, maman? Aider à élever sa fille. La fille d'elle? Je le suis, mon fils. Je sais que ça semble fou, mais quand j'ai vu cet enfant, si petite, si impuissante, quelque chose en moi a changé. Elle n'a pas demandé à naître dans ces circonstances. Elle n'a pas demandé à perdre sa mère. Elle n'a pas demandé que son père fasse partie d'une histoire si compliquée. Un autre silence, plus long cette fois. Puis, la voix de Philippe, douce et étonnamment compréhensive. « Si c'est ce que tu veux faire, maman, je te soutiens. Peut-être qu'un jour je pourrai la rencontrer aussi. » Ces mots ont amené des larmes à mes yeux. Mon fils, malgré tout ce qu'il avait souffert, conservait encore la capacité de pardonner, d'aller de l'avant, d'ouvrir un espace pour de nouvelles possibilités. Dans les mois qui ont suivi, une nouvelle routine s'est établie dans nos vies. Victoire est sortie de l'hôpital après 8 semaines, forte et en bonne santé, malgré son début difficile dans la vie. Laurent a déménagé dans un appartement proche de mon manoir pour faciliter mon aide avec le bébé. J'ai accompagné chaque étape de son développement, le premier sourire, la première dent, les premières tentatives pour se retourner dans son lit. Philippe, initialement hésitant, a fini par céder au charme de cette petite créature. La première fois qu'il l'a tenue dans ses bras, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, une ombre remplacée par de la lumière, une blessure commençant à cicatriser. Elle a vraiment les yeux de sa mère, a-t-il commenté, observant les yeux verts de Victoire. Mais ils sont différents. Ce sont des yeux bienveillants. Et ils l'étaient, des yeux qui brillaient de joie, d'innocence, de possibilité, des yeux qui ne connaissaient pas la méchanceté, l'ambition ou la fausseté, des yeux qui, nous l'espérions, ne les connaîtraient jamais. Quant à Amélie, son histoire s'est terminée de façon tragique, mais peut-être juste. Ses parents, après le choc initial de la mort de leur fille, ont décidé de ne pas participer à la vie de leur petite fille. Peut-être que la douleur était trop grande, ou peut-être que le rappel constant des erreurs de leur fille était insupportable. Nous avons respecté leur décision,
bien que la porte soit toujours restée ouverte, au cas où il changerait d'avis. La relation entre Philippe et Juliette a fleuri à nouveau, lentement mais sûrement. Ce lien adolescent, interrompu par des rêves et des ambitions différents, s'épanouissait maintenant entre deux adultes qui avaient d'un connu la douleur et avaient appris à valoriser ce qui est authentique. Les voir ensemble me donne l'espoir qu'un jour, j'aurai les petits-enfants dont j'ai toujours rêvé. Victoire a maintenant 3 ans. C'est une petite fille vive, intelligente, avec un sourire qui illumine n'importe quelle pièce. Elle n'a aucun trait de la personnalité calculatrice de sa mère. Seulement ses yeux verts brillants et sa détermination, qui dans son cas, se manifeste de façon positive, curieuse, exploratrice. Laurent est devenu un excellent père, dévoué et aimant. Et j'ai découvert que le rôle de grand-mère de cœur me va bien. Peut-être mieux que celui de belle-mère ne m'aurait jamais convenu. Je continue à donner mes cours d'artisanat à l'orphelinat Sainte-Lucie. J'emmène parfois Victoire avec moi pour qu'elle comprenne dès son plus jeune âge le privilège qu'elle a et l'importance de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Les enfants l'adorent et elle leur rend leur affection avec une tendresse naturelle qui me remplit de fierté. Ce que j'ai appris de tout cela, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la famille ne se définit pas seulement par les liens du sang, mais par des choix quotidiens d'amour et de compassion, que même des situations les plus douloureuses peuvent surgir des bénédictions inattendues, et surtout que lorsque quelqu'un essaie de vous mettre à terre, il est possible de se relever avec plus de dignité et de force que vous n'auriez jamais imaginé avoir. Cette chaise tirée, cette chute, cette humiliation, tout cela semble maintenant faire partie d'un plan plus grand, un détour nécessaire sur le chemin pour trouver un bonheur plus profond, plus véritable. Si Amélie n'avait pas montré son vrai visage à ce moment-là, qui sait quelle tragédie aurait pu se produire par la suite? Parfois, ce qui semble être notre pire moment finit par être notre salut. Cette histoire que je viens de vous raconter, mes chers abonnés de Souvenirs de grand-mère, est bien plus qu'un simple récit d'humiliation et de vengeance. C'est une histoire de résilience, de rédemption, de la capacité humaine à transformer la douleur en quelque chose de beau. Mais surtout, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née de circonstances terribles, mais qui grandit entourée d'amour, preuve vivante que l'amour peut naître même des situations les plus sombres. J'ai partagé cette expérience personnelle avec vous aujourd'hui parce que je crois fermement que nos histoires ont le pouvoir de guérir, non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui les écoutent. J'espère que mon récit vous a touché d'une manière ou d'une autre, qu'il vous a fait réfléchir sur votre propre capacité à vous relever après une chute littérale ou métaphorique. Si c'est votre première visite sur ma chaîne Souvenirs de grand-mère, je vous invite chaleureusement à vous abonner. Chaque semaine, je partage avec vous des histoires de vie authentiques, des moments transformateurs comme celui-ci, des expériences qui nous enseignent la résilience, le pardon et les nouveaux départs. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun nouveau récit et vous aiderez notre communauté à grandir. J'aimerais sincèrement connaître vos impressions sur cette histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pu pardonner et aller de l'avant comme je l'ai fait? Y a-t-il eu des moments dans votre vie où une humiliation s'est transformée en bénédiction déguisée? Vos commentaires sont précieux pour moi. Ils nourrissent notre communauté et m'aident à mieux comprendre les différentes perspectives sur des situations comme celle-ci. Alors n'hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous. La réalisation de ces vidéos demande beaucoup de temps, de dévouement et de ressources. Les enregistrements, les montages, les recherches pour apporter des histoires authentiques, tout cela a un coût significatif. Si vous pouvez et souhaitez contribuer à notre travail, je vous invite à faire un don via le bouton « Merci », notre forme de financement participatif. Votre contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à maintenir la qualité de la chaîne et à proposer de nouveaux vidéos quotidiennement. Avec votre soutien, nous pouvons atteindre davantage de personnes avec des histoires qui inspirent, qui guérissent, qui transforment. Pour ceux d'entre vous qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous encourage à explorer mes autres vidéos. Vous y trouverez des histoires d'amour tardif, de réconciliation familiale, de seconde chance et de nombreux autres récits de vie qui, j'en suis sûre, résonneront avec votre propre expérience d'une manière ou d'une autre. La semaine prochaine,
je vous apporterai une autre histoire marquante qui montre comment nous pouvons trouver de la force dans les moments les plus inattendus. Une histoire qui, comme celle d'aujourd'hui, nous rappelle que nos cicatrices racontent des histoires de batailles que nous avons gagnées, pas de défaites que nous avons subies. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire aujourd'hui. Votre présence, votre écoute, vos réactions, tout cela donne un sens à ce que je fais. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » à cette vidéo si elle vous a touché, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de partager vos pensées dans les commentaires. Je suis Colette Beaumont, j'ai 73 ans maintenant et c'était mon histoire sur Souvenirs de grand-mère. Comme je le dis toujours à la fin de mes vidéos, la vie peut nous faire tomber, mais la décision de nous relever et d'avancer appartient toujours à nous seuls. À la semaine prochaine, mes chers amis, pour une nouvelle histoire de vie qui, j'espère, vous inspirera autant que celle-ci.